merci à tous d'être là, merci à vous deux d'être là. Pour ceux qui n'auraient pas compris, voici Xavier Coste et Antoine Decaune qui viennent nous parler de Île Déserte. Alors, c'est un projet un peu particulier qui va parler de plein de choses, qui va parler de choses que vous connaissez depuis longtemps, Monsieur Decaune évidemment. C'est bon, Antoine. Antoine. Ça s'appuie sur des documents que vous aviez depuis pas mal d'années, un journal de votre père évidemment, des chroniques audio de l'époque, et c'est un projet qui n'est pas... C'est Kaamelott. C'est Kaamelott, ouais. C'est Kaamelott, je suis désolé. Non, je peux pas répondre. Ouais, pardon. Éteignez vos téléphones au passage si jamais vous en avez dans les poches. Oui, c'est un projet qui n'est pas tout à fait naturellement venu de vous. Il y a des gens extérieurs qui sont intervenus, qui vous ont un peu lancé là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir une petite explication? Un petit débrief. Tout à fait. Comment, pourquoi? Alors, Dargaud, l'éditeur Dargaud m'a contacté il y a un peu plus d'un an, 15 mois, 16 mois. Ouais, en décembre. Ouais, en me proposant de faire une BD. On me demande si j'avais envie de faire une BD, et j'ai immédiatement accepté, puisque je n'ai jamais fait de BD jusqu'alors, donc ça m'intéressait. Et je lis beaucoup de BD, je suis un gros lecteur de BD. On a commencé à chercher des idées, et puis on tournait un peu autour d'idées classiques, des romans adaptés, ou un scénario original, de fiction. Bon. Et puis à un moment, l'histoire de l'île est revenue à la surface, toute seule, comme une grande. Et on s'est dit, mais bon sang, mais bien sûr. Alors cette histoire de l'île, c'est donc l'histoire de mon père qui, en 62, alors qu'il était un journaliste assez célèbre de la télévision de l'époque, il présentait le 20h, notamment, entre autres, il a décidé, du jour au lendemain, de tenter une expérience de naufragé volontaire sur une île. Et parce qu'il avait toujours été obsédé par Robinson Crusoe, et il voulait essayer de comprendre comment un homme civilisé peut, du jour au lendemain, transplanter sur une île sans le moindre secours et avec matériel rudimentaire, comment il peut survivre et comment il peut s'adapter à cette solitude. Voilà, c'était le but de son expérience. Et il l'a fait, parce qu'il mettait souvent ses menaces à exécution. Donc il a monté son affaire, son expédition. Il a trouvé un partenaire qui était la radio, l'ancêtre de France Inter à l'époque. Et en échange d'un bulletin émis tous les soirs depuis son île pour raconter sa journée, il a pu financer son expédition et partir sur une île. Il a eu beaucoup de mal à trouver l'île, parce que les îles désertes ont toutes des propriétaires, et qu'on ne débarque pas, on ne s'installe pas sur une île comme ça sans l'accord du propriétaire. Les propriétaires, sachant que c'était une expérience qui avait la radio derrière, ont tous demandé des baux faramineux, que la radio de l'époque ni celle d'aujourd'hui ne pouvait se permettre. Et donc, en désespoir de cause, parce que l'île qui s'imaginait, c'est évidemment l'île de Robinson, c'est-à-dire l'île tropicale avec le lagon d'eau claire, poissonneux, les fruits qui pendent des arbres, du gibier, une source d'eau. Finalement, tout ce qu'il a réussi à trouver, c'est une île que la Marine nationale lui a fournie, et qui s'appelle Eyao, qui est dans l'archipel des Marquises, et qui est l'endroit le plus inhospitalier qui existe au monde. Je pense qu'il y a Cayenne, et juste avant, il y a Eyao. D'ailleurs, les Français avaient établi un bagne sur Eyao au XIXe siècle, et ils avaient renoncé au bout de quelques années parce que les conditions étaient trop rudes, pour vous dire. Et donc, il s'est retrouvé sur cet îlot, sur lequel les Français avaient laissé des moutons en quittant l'île un siècle plus tôt. Moutons qui avaient proliféré, qui avaient rasé littéralement l'île. C'est-à-dire que c'était plus qu'un caillou avec 3000 moutons dessus. De l'eau saumâtre et polluée à cause des moutons. Une mer infréquentable parce que une eau trouble, non, mais de l'eau avec des alluvions très boueuses. Enfin, le contraire de l'île que vous pouvez imaginer, avec des poissons empoisonnés qu'ils ne savaient pas reconnaître, évidemment, des requins à profusion. Et il s'est retrouvé sur cette île avec son chien, un émetteur, 3 boîtes de biscuits, un fusil, des cartouches, pour buter des moutons. Ça, c'était la contrepartie de l'État français. Il fallait buter des moutons. Et il s'est installé là avec son émetteur. Il a découvert, en fait, l'envers du décor, c'est-à-dire l'envers du rêve de ce qu'il avait imaginé. Il s'est retrouvé
acculé sur cette île, à tenir son engagement au mieux, parce qu'il prenait ça très au sérieux, il prenait ça comme une mission. C'était un journaliste, et c'était pas une fantaisie ou un caprice de sa part pour aller voir ailleurs, c'était vraiment... Donc il tuait des moutons et il faisait un rapport tous les jours. Voilà, il butait des moutons et après il faisait 40 degrés, il y avait des mouches, des moustiques, des scolopendres, des cochons sauvages. C'était vraiment une saloperie d'île. Et ça a démarré comme ça. Voilà, donc cette histoire-là, moi, elle m'a intéressé parce que, d'abord parce que moi j'avais 8 ans à l'époque, donc à 8 ans mon père a disparu de ma vue et de ma vie en me disant je pars sur une île, je pars pour un an. Un an quand on a 8 ans c'est long. Donc c'était je pars pour toujours, quoi. Donc j'avais le deuil à faire de ce père qui disparaissait de la circulation et en même temps très rapidement je l'entendais le soir à la radio dans son bulletin en train de raconter ses aventures. Et donc j'avais à la fois un père absent et un père que je commençais à fantasmer complètement, qui était un héros d'aventure. Et d'ailleurs dans la cour de récré, mes potes qui étaient fils de dentiste ou d'experts comptables, étaient très jaloux de mon père. Et donc on a longtemps après, donc 60 ans après, quand cette histoire est revenue à la surface, et je me suis dit que ça ferait une bonne BD parce qu'il y avait à la fois le point de vue officiel, c'est-à-dire ce que mon père racontait à la radio le soir, le compte-rendu de sa journée. À côté de ça, le journal intime qu'il avait tenu pendant tout le temps, et là où il allait un peu plus à l'intérieur, c'est-à-dire en racontant ses inquiétudes, ses angoisses, ses doutes, et qui est un journal que je n'avais jamais lu, parce qu'il avait une écriture totalement illisible, et puis que je m'étais dit, c'est une affaire classée, je le lirai un jour plus tard. Donc j'avais en tous les cas, ces deux voies-là, plus la mienne à 8 ans, un môme de 8 ans qui, d'un seul coup, se retrouve sans son père, et le vieillard que je suis devenu aujourd'hui, à 71 ans, qui regarde cette aventure rétrospectivement, et qui regarde son père qui a 30 ans de moins que lui sur l'île, en se demandant quelle connerie il a encore allé se fourrer. Et donc le croisement de tous ces points de vue, plus celui du chien, parce qu'il était parti avec son chien, et des poules, et un chat. Tout le monde se met à parler à un moment, parce que Xavier aime bien faire parler Et dessiner les chiens surtout. et dessiner les chiens. C'est ce qui m'a convaincu. Tout ça, il s'est organisé une histoire autour de tout ça. Et là, Xavier est arrivé, j'allais dire Xoro. Xavier est arrivé avec son trait magique et il a transcendé cette histoire. Xavier, toi, quand on C'est un t'a peu long contacté... comme réponse, non? La conclusion était pas mal. Pas mal. Quand on t'a contacté pour le projet, il y a plein d'éléments, compte tenu des livres que tu as fait avant, où on sait que c'était un peu pour toi, le côté Robinsonade, Oui. le côté île, le côté personnage hors norme, tout ça, ça te parlait, mais avoir quelqu'un en chair et en os en face de toi, rentrer dans l'intime et mettre tout, ça mettre tout ça en BD, il n'y avait pas un côté aussi un peu intimidant, un peu effrayant, peut-être? Ouais, c'est pas ce que j'aurais dit. Bah, disons que le talent permet tout, donc C'est l'essentiel. L'humilité. Non, blague à part, effectivement, ça faisait des années que je tournais autour du thème de la Robinsonade. Je l'avais pas tellement exploité, j'avais un peu frôlé l'exercice avec une adaptation de L'Enfant et la rivière d'Henri Bosco, dans laquelle j'avais commencé à me lâcher au niveau des couleurs et même un peu de la mise en page. Et j'avais envie d'exploiter une Robinsonade. C'est vraiment quelque chose qui me travaillait depuis longtemps. Et je tournais vraiment autour de l'idée parce que ça a déjà été adapté, suradapté. Il y a eu le film aussi avec Tom Hanks. Enfin, on a trop de référentiels par rapport à ça et je voyais pas ce que je pouvais apporter de neuf. Et en fait, effectivement, Dargaud m'a contacté pour me parler de cette idée. Et ce que j'ai trouvé assez magique, c'est qu'il y a au départ, il n'y avait même pas forcément tellement d'envie non plus de ta part. En fait, Dargaud t'a contacté en te proposant de faire une bande dessinée. Et finalement, Antoine a sorti cette idée un peu en l'air, parce que c'est un sujet qu'il travaillait, mais qu'il avait un peu mis de côté. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que Dargaud m'a contacté directement, et on s'est vu dans la foulée, et 2-3 jours après, la BD a commencé. Et donc, c'est pas du tout un projet qui a été façonné, marketé en amont, pas du tout. Il y avait une démarche intéressante de part et d'autre. Moi, c'est ce qui aurait pu me faire peur dans ce genre de collaboration. Ça aurait été d'avoir quelque chose où il n'y ait pas une véritable collaboration et où, comment dire, où j'aurais pas eu finalement de marge de manœuvre. Et là, la marge de manœuvre était géniale de part et d'autre.
Antoine a pris un plaisir fou à écrire, et moi je me suis vraiment approprié cette histoire, alors que c'est pas du tout mon histoire intime pour le coup, mais j'ai On réussi. n'a pas le même père. C'est ce que j'essaie de vous dire. Ouais, je tourne autour de. Non, j'y arrive pas. Ouais, vas-y. Moi je t'ai laissé parler. Jean, t'es où? Je sais plus. En fait, on en peut plus parce qu'on fait des interviews toute la journée, on radote et on commence à. En fait, on s'aimait bien et là, on commence à se supporter. C'est comme les moutons, trop drôle. Ouais, alors que le bouquin sort demain. Donnez-moi un fusil. Mais en gros, ce qui est génial, c'est que j'ai pu me l'approprier et à travers la mise en scène aussi en faire un projet personnel, alors que c'est les mots d'Antoine. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a séduit et je pense que c'est ce qui a séduit aussi Antoine. C'est qu'il n'avait pas non plus envie d'un dessinateur qui vienne juste paraphraser le texte. Enfin, on s'est tous les deux approprié les choses à notre manière et je pense aussi, et ça, on n'en avait pas conscience avant de commencer à travailler ensemble, mais qu'on a une sensibilité assez similaire, ce qui fait que souvent, Antoine me racontait les scènes, racontait la façon dont il les avait perçues, et j'essayais de les mettre aussitôt en image, justement en gardant son émotion intacte. Et j'ai le sentiment qu'on ressentait les choses de la même manière. On a entendu, dans les nombreuses interviews que vous avez fait ces derniers jours, justement, Antoine souvent évoquait le fait que les images que tu avais en tête, Xavier savait les dessiner très bien. Sur quoi tu te basais, toi, Xavier? Est-ce qu'il y avait des émotions? Est-ce qu'il y avait des détails comme ça qui te permettaient d'accrocher le dessin? C'était un mélange de plein de choses. Effectivement, on avait beaucoup de documentation, on avait toutes les photos prises par son père. Et ça, c'était assez émouvant pour moi parce que j'ai déjà fait des biographies, mais du coup, là, le projet s'incarnait différemment. J'étais en contact avec la matière, avec les éléments qu'avait eu Georges à l'époque. J'avais à côté de moi la carte qu'il avait sur l'île, la carte de l'île, authentique. Enfin, donc j'avais vraiment des choses comme ça qui m'aidait à me plonger dans le travail quand je dessinais l'album. Et j'avais toutes les photos qu'il avait prises lui-même et qu'il avait fait développer. Donc je ressentais une émotion assez forte avec toute cette documentation-là. Et aussi, je voulais aussi paradoxalement m'en émanciper par moments, justement, quand Antoine avait envie de plus axer sur son point de vue d'enfant. Forcément, là, il fallait pas trop coller au document. D'autant plus que on a assez peu de photos d'époque de l'île, à part celles qu'il a prises. Et d'ailleurs, quand Georges est parti sur l'île, il savait pas qu'il s'exposait à une île aussi désastreuse et calamiteuse. Moi, j'aurais été tenté d'y aller en repérage, mais l'île telle qu'elle est aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. En fait, elle est hyper verdoyante et ça foisonne ça n'a plus rien à voir ni avec les descriptions qu'il en faisait, ni avec les photos. Et ce que je trouvais touchant aussi, c'est qu'on avait accès à son journal intime et on avait accès aussi aux chroniques dactylographiées, donc aux chroniques qu'il faisait tous les jours. Et on pouvait mettre en parallèle pour chaque journée la version officielle qu'il tenait, le discours qu'il tenait aux auditeurs et aussi la version intime. Et ça, c'était assez touchant. Ce qui était touchant aussi par rapport à ce journal intime, c'était d'exhumer des phrases. Des fois, il avait des fulgurances d'écriture, mais ce carnet était. Et je parle de ton père. Ah, pardon. Après, je pense que le talent est héréditaire, donc d'une certaine manière. Mais je te flatterai après si tu veux. Mais apparemment, toute la salle est là pour ça. Pour une fois, je vais déléguer cette partie. Et du coup, je ne sais plus où j'en suis. En plus, j'étais sur ma lancée. Ah ouais, Non, ce que j'allais dire, c'est qu'on a pu exhumer des phrases qui, d'une certaine manière, étaient presque perdues à jamais. Elles étaient dans un journal intime qui est vraiment écrit en écriture patte de mouche, comme tu le dis. T'as dû le dire 10 fois aujourd'hui, qui ressemble à l'écriture d'un concret de médecin illisible. Il a fallu le faire retranscrire avant Oui, oui. de déchiffrer. Ah oui, c'était vraiment pas lisible. Mais du coup, on a pu mettre en exergue des phrases de ce journal intime que finalement personne n'avait lu. Et je trouve ça assez touchant. En fait, c'est devenu des voix off sur une bande dessinée 60 ans plus tard, quoi. Ça, je trouve ça extraordinaire. De ton côté, Antoine, de découvrir comme ça des choses qui étaient quand même assez touchantes, comme le dit Xavier, mais aussi assez intimes. Est-ce que, par rapport à ton co-auteur, par rapport à Xavier, est-ce que tu as essayé de mettre une certaine pudeur ou au contraire, tu t'es dit tant pis, on met pas de filtre, il faut que ce soit direct, il faut que ce soit sincère? Et que ce soit le plus sincère possible. Sinon, ça n'a aucun intérêt, quoi. Moi, j'avais un père très très pudique et j'ai hérité de ça de son côté. Mais là, en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est à la fois un voyage intérieur, son voyage à lui,
et puis un voyage, une aventure, et après un voyage dans le temps. Il y a plein de voyages qui s'entrecroisent, là, comme les narrations. Et donc, ce qui était émouvant, c'était à la fois de découvrir la parole vraie de mon père, qui dans la vie était quelqu'un d'assez taiseux, renfermé, enfin, comme beaucoup d'hommes de cette génération qui étaient passés à travers la guerre. Et même si c'était un journaliste et un homme de communication, c'est-à-dire très extrêmement spirituel en dehors, très, très disert, à la maison, c'était un peu mutique, un peu fermé. Donc c'était très émouvant en fait de découvrir sa vraie parole. Pas la parole pour les autres, mais sa parole intime. Et donc, oui, c'était une très très belle aventure ce bouquin. Et tu t'es senti en confiance avec Xavier tout de suite ou Ah ouais, il tout de a suite, fallu ouais. Non, trouver non, des références communes, non, des non, tout de choses, suite. Alors, tout de suite d'abord parce que lui sortait de ces deux, 84 et 85, ce qui a quand même fait une suite à 1984 de George Orwell, hein, en toute simplicité. Le talent. Voilà, le talent avec un grand T. J'ai placé la barre tellement haute que finalement, à part bosser avec toi, je pouvais rien faire de toute manière. Et, et c'est vrai qu'il sortait un moment assez dark, hein, c'est dystopie, c'est un peu cache-ta-joie quand même, George Orwell. Et il avait besoin de retrouver un peu de lumière, de couleur. Et moi, c'est ce que j'avais lu dans L'Enfant sauvage. Non, pardon, L'Enfant et la rivière, l'adaptation du bouquin d'Henri Bosco, où il avait une manière de représenter la nature que je trouvais absolument magnifique, lumineuse, claire, qui m'a transporté littéralement. Et puis surtout, c'est un auteur qui travaille hors case. J'adore cette idée de faire éclater le cadre, de ne pas réduire. J'aime beaucoup la BD classique, hein, et les cases classiques. Mais là, c'est une histoire de liberté, d'un homme qui est confronté aux éléments dans into the wild, hein, ce que la vie peut avoir de plus sauvage. Donc ça aurait été réducteur de le réenfermer. Ouais. Dans des petites boîtes. Le côté déstructuré des pages. Et là, le côté, là, Xavier, il s'est lâché, quoi. Et plus il se lâchait, et plus c'était enthousiasmant. Plus il interprétait sans surinterpréter le texte et les intentions, et mieux c'était, en fait. Et oui, je me suis retrouvé effectivement avec des images les images que je me figurais, moi, quand j'étais môme. Ah. L'île, la nuit, avec les fantômes, là, les fameux Tupapao polynésiens, je frémissais dans mon pieu. Je me souviens, il y a des fantômes partout, il y a des pirates, évidemment. Forcément, ça avait été l'île au trésor, Stevenson, parce qu'il y avait eu un trésor sur cette île. Il y a des gens qui étaient venus le chercher, qui l'avaient récupéré, qui avait disparu mystérieusement. Enfin bon, c'était une boîte à fantasmes, cette île déserte. Et ben voilà. Lui, Xavier captait tout ça et le magnifiait de manière incroyable. J'en reviens toujours par de son travail. Très touché. Tu parlais, Xavier, à plusieurs reprises du fait que tu avais eu une espèce de fièvre de dessin, qu'il y avait vraiment un côté très, très... presque une charrette permanente sur ce livre-là. Qu'est-ce qui, dans le projet, t'a poussé comme ça à être encore plus productif que d'habitude ? Ouais, bah tout. Déjà, le fait que le projet soit arrivé à point nommé, et pour toi et pour moi, je pense que c'était le bon moment pour toi d'en parler. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'Antoine s'était pas replongé dans cette aventure depuis ses 8 ans. Donc il fallait aussi avoir du recul et du vécu avant de se replonger dans des choses aussi lourdes. Donc c'est arrivé au bon moment pour lui. Et pour moi, c'était vraiment parfaitement ce que j'avais envie de faire au bon moment. Et c'était aussi la collaboration dont j'avais besoin, sans le savoir. Parce que c'est vrai que ce qui peut être un peu embêtant quand on collabore avec des scénaristes professionnels en bande dessinée, c'est d'être un peu relégué juste au rang de dessinateur et de pas être dans la mise en scène et dans l'appropriation. Et là, justement, le fait qu'Antoine n'ait jamais fait de BD, mais par contre, il en lit beaucoup, donc c'est quelque chose qu'il connaît bien. Et ça l'empêche pas effectivement de passer de lecture classique au roman graphique. Enfin, il s'en fiche un peu tant que ça lui plaît. Disons qu'il savait où il mettait les pieds et il me faisait confiance. Et il a abordé ça avec beaucoup de fraîcheur. Et en fait, du coup, je l'ai fait moi aussi un peu comme un débutant. Et j'ai bien aimé cette énergie de travail que j'avais pas retrouvée depuis longtemps, quoi. J'ai retrouvé ma jeunesse grâce à toi. Oh. Non, mais c'est vrai que mine de rien, c'est quand même mon 10e album. Et ça fait peut-être 12 ou 13 ans que je fais de la bande dessinée. Et j'ai toujours l'angoisse absolue quand je finis un album de commencer à me répéter au livre suivant. Et à chaque fois que je finis un livre, je me demande finalement si je vais pas faire autre chose de ma vie, devenir charcutier, ce qui serait étrange pour un végétarien, mais charcutier vegan. En fait, je me rends compte en en parlant qu'il y a quelque chose de très cinématographique dans ce projet. Parce que j'ai fait des films de cinéma et c'est exactement ça la collaboration. C'est-à-dire que
un réalisateur, il part d'un script, d'un scénario, et puis on transforme ça en un spectacle sur un grand écran avec des images, de la couleur, des acteurs, du son, de la lumière, etc. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est comme si j'avais eu à ma disposition, avec Xavier, un directeur photo, un cadreur, Mhm. un... Tout en un. Ouais, ouais, tout en Moins un. cher aussi. Beaucoup moins cher, et qui en même temps, en faisant le storyboard, vous voyez, parce qu'on Mhm. fait toujours on fait souvent des storyboards dans les films, mais voilà, tout se mêlait et tout avançait en même temps. Et c'était assez vertigineux en fait la manière dont ça s'est passé cette histoire. Et pour revenir sur ta question de départ, je l'ai fait vite aussi parce que je m'attendais pas à ce qu'Antoine se mette aussi vite à écrire. Et effectivement, comme on était face à des choses assez émouvantes pour lui et que je ressentais cette émotion, j'avais besoin d'en témoigner assez rapidement pour justement que la sensation que j'ai eue ne s'émousse pas. Mhm. Et du coup, je l'ai fait dans une espèce d'urgence. J'ai dessiné en un peu plus de 6 mois, ce qui est un peu absurde parce qu'il n'y a pas d'urgence à faire une bande dessinée et encore moins de 200 pages. Mais vraiment parce que j'en avais besoin et puis en fait on était tellement pressés je crois de lire la suite que du coup moi j'étais embarqué dans l'histoire et finalement je dessinais avec soif comme si j'étais juste lecteur de l'album. Et on en parlait tout à l'heure, il y avait des photos d'époque, évidemment il y avait les chroniques audio, il y a le journal, mais donc il y avait une masse de choses assez importantes. Je suppose qu'il y avait des anecdotes à pas savoir quoi en faire. Comment vous avez choisi tous les deux ce qui allait ou pas avoir un sens dans l'album? Il y avait effectivement beaucoup de documentation, parce que mon père archivait tout, Mhm. il jetait rien. Syndrome de Diogène, il mettait tout dans des boîtes et tout ce qui concernait ses aventures, je sais pas, le Groenland, l'Amazonie, Tahiti, tournage, l'île déserte, enfin, tout ça était consigné dans les boîtes en vrac. Alors, mélange de coupures de presse, de photos, de notes, mais de notes, y compris de factures, des trucs très, très, très pragmatiques. On a retrouvé les factures d'époque justement quand il a fait développer les photos quoi, c'est hallucinant. Ouais. Avec les adresses, Et donc, c'était une masse, une documentation géniale, parce que d'abord, c'était des documents d'époque. Donc, Mhm. on a l'impression d'être des historiens en train de se replonger dans les. Il y avait le parfum des documents d'époque. Donc, c'était assez troublant. Et en fait, l'histoire s'est organisée de manière assez simple. Enfin, parce qu'évidemment, elle est chronologique. Il y a un début, une fin, il y a l'arrivée, puis la fin de l'histoire. Mais la narration dont je parlais tout à l'heure, l'organisation en plusieurs narrations, enfin des narrations croisées entre les différents points de vue, Mhm. ça permettait des ellipses, des recoupements, d'évacuer certains passages qui auraient pu devenir monotones. Parce qu'il n'y avait rien de plus monotone qu'un quotidien sur une île. Avec pour seule préoccupation, c'est comment je vais survivre, Mhm. comment je vais me nourrir et comment je vais trouver de quoi boire, quoi. Ça aurait pu tourner en rond. Ça aurait pu tourner en rond, oui. Et du coup, est-ce que c'est toi, Xavier, qui a pris la main là-dessus pour dire ça fonctionne narrativement ou pas? bah, il a fallu trouver des astuces. On en a pas mal discuté avec l'éditeur. Et c'est justement pour ça qu'on a des artifices. Mhm. Avec, par exemple, comme il fantasmait l'île sur laquelle était Robinson, on a Robinson qui vient lui rendre visite et qui le nargue. Enfin, c'est des petites choses comme ça qui font qu'on peut créer des éléments changeants dans la narration et qu'on soit pas sur une journée répétitive. Mhm. Ça aurait pu être le cas, mais c'était pas du tout là-dessus qu'on voulait axer l'histoire. Et aussi, je pense qu'il y a des moments où en fait, partait d'une phrase. Je pense il y a 2 scènes en particulier. Il y a une scène où, en fait, juste dans son journal intime, Georges écrit, par moment, j'ai l'impression d'être deux Georges. Georges qui pleure et Georges qui sourit. Et Antoine a vu ça, et suite à ça, il a écrit un dialogue, et c'est devenu 2 pages assez drôles, où finalement, il se regarde dans le miroir, et en fait, ça a été un jeu de construction comme ça permanent pour essayer de dynamiser les choses. Et je pense aussi à une scène de rêve, et c'est assez génial, ça fait juste une ligne dans son journal intime, mais en gros, il dit qu'il a rêvé, et que cette nuit, il a eu l'impression que finalement, dans la semaine, il y aurait des touristes, et il y aurait des grands immeubles, des piscines, des choses comme ça. Et par contre, le week-end, enfin non, c'est l'inverse, quoi. C'est la fatigue. Effectivement, dans la semaine, il ferait son travail de Robinson, et par contre, le week-end, ce serait exclusivement réservé aux vacanciers. Mais c'est juste une ligne sur un journal intime de 300 pages. Donc effectivement, ça, c'est plus à l'instinct qu'on choisissait des éléments comme ça et qu'on décidait de les agrandir, les épaissir, leur donner du corps. Et par contre, à contrario, on a dû jeter aussi des scènes qui étaient pas mal, ou même aussi des choses intimes que tu avais écrites, mais où on déviait un peu de l'axe du livre. Donc, des fois, ça a été douloureux, mais on a essayé de recentrer
le récit pour essayer de faire en sorte, ma hantise, surtout sur des livres de 200 pages, c'est que les gens le referment et le lisent en plusieurs fois. Mm. Et pour moi, ce serait un même la échec. fin, vous l'avez modifié assez tard dans le projet. Tu sais déjà tout, en fait. Vous avez beaucoup parlé ces derniers Ouais. jours, mais c'est aussi des choses intrigantes, parce qu'on se dit une fin, d'habitude on Ouais. sait comment l'histoire va finir. Donc que ce soit une des dernières choses qu'on fixe finalement, c'est assez intriguant. Mm. C'était quoi? C'était un besoin de parfaire le truc Non, c'est comme une écriture, tout simplement. C'est-à-dire, en cours de route, on peut changer d'avis, on peut revenir en arrière. Enfin, c'est la souplesse aussi de la BD, quoi, par rapport au cinéma, justement. Donc, on s'est laissé la porte ouverte jusqu'au bout. Puis, à un moment, on a estimé qu'une fin était meilleure que celle qu'on avait prévue au départ. Voilà, c'est très simple. Et du coup, tu as appris à faire de la BD. Tu en lisais beaucoup? Ouais. Là, avec Xavier, tu as appris à en faire? Pas du tout. Non, pas du tout, parce que là, on a vraiment travaillé, si j'en crois tout ce qu'en disent les scénaristes et les dessinateurs habituels, on n'est absolument pas dans Vous avez votre la bonne méthode. Ouais. Non, en gros, pour schématiser un peu, on a mis du temps à trouver une méthodologie, mais c'est quelque chose de complètement farfelu. Et Antoine a surtout écrit des espèces d'anecdotes, enfin des scènes, et du coup, c'était plus mon boulot de les agencer, de les sélectionner, mais on en discutait beaucoup. Enfin, et en fait, ça s'est venu hyper naturellement. Mais on n'était pas du tout dans un truc où on commence avec un séquencier, et surtout, on ne savait pas où on allait. Et moi, j'étais plutôt confiant, je pense qu'Antoine aussi, mais au début, notre éditeur avait un peu d'appréhension, parce que, non mais c'est vrai, l'idée de départ est géniale. Ben, on savait pas où on allait, justement, on savait pas quelle était la fin. Enfin, on travaillait comme ça sans filer, mais justement, c'est ce qui m'a plu. C'est ça qui est bien. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait dans une durée finalement assez réduite, c'est que ça demande tellement d'énergie, je pense qu'on peut pas être dans l'énergie d'un livre comme ça pendant 1 an ou 2. Mais en 6 mois, j'ai fait le boulot que j'aurais fait en 1 an, 1 an et demi, quoi. J'ai pas compté mes heures. Bon, je pense que je suis pas le seul. J'aimerais bien qu'on parle d'un personnage en particulier, qui est le personnage d'Eder, le chien. Puisque... Moi, j'ai un truc à faire. On va pas te demander de dessiner un chien, t'inquiète pas. Non, mais il y a un truc un peu particulier qui est que c'est finalement la seule voix inventée du livre. Et les poules. Et les poules, oui. Qui finissent mal d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de faire parler Eder à quoi parce que c'est une voix intéressante. En fait, son chien occupait une place prépondérante auprès de mon père. C'était son compagnon de tous les jours. Il ne le quittait jamais d'une semelle. Il présentait son journal à 20h avec son chien à ses pieds. Il avait refusé de débarquer d'un appareil, d'un avion en Australie parce qu'il voulait piquer le chien à cause des lois sur la quarantaine. Donc il avait refusé de descendre, il était reparti direct. Et ce chien était à la fois son compagnon, celui auquel il se confiait le plus en fait. Je pense qu'il parlait plus à son chien qu'à ses enfants. Donc le chien en savait plus que nous certainement. Et en même temps, ce chien, qui était un chien sympa, était un écran entre mon père et moi. Il fallait passer par le chien, par la cage chien. Et donc c'était tout à fait naturel de lui accorder une voix, parce que je pense il avait sa propre réflexion, ce petit chien. Mais du coup, quand Eder s'exprime, c'est qui est-ce qui parle à travers ce chien? C'est le chien, non, c'est lui qui s'exprime. Tu veux dire que c'est moi, c'est ça? Est-ce que c'est un peu toi? Est-ce que c'est un peu ton père? Est-ce que... Non, c'est un jeu, c'est le chien. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est que moi, déjà, j'ai horreur des chiens. J'avais pas envie d'en dessiner. J'avais envie de changer le scénario, je dessinais un chat à la place, mais ça fonctionnait pas. Mais Antoine tenait vraiment à faire parler le chien. Et moi, j'étais convaincu que ça n'allait pas fonctionner. Et finalement, je trouve que ça marche à merveille. Et ça s'accorde quand même avec ma façon de faire habituelle quand je suis en solo. C'est ça que je trouve assez incroyable et miraculeux avec ce livre, en fait. C'est que je trouve qu'ils nous ressemblent tous les deux. On retrouve son ton, on retrouve son sens de l'anecdote, et on retrouve mon style presque comme si je l'avais fait tout seul, quoi. Enfin, non, j'en reviens pas. Et j'espère que... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est le jeu quand on fait ce genre d'entreprise, c'est de se surprendre. Se surprendre, se faire peur, s'étonner, s'amuser, quoi. Oui, mais en bout de course, on peut ne pas se reconnaître. Oui, c'était se perdre en route, ouais. Non. On est ravis de ce livre. Je ne sais pas comment le dire autrement. Alors, on espère que vous serez aussi conquis que nous, quoi.
C'est une belle J'ai- phrase, ça. Une belle phrase. J'ai une dernière question et après on verra si des gens parmi vous ont des questions. Xavier, vu que toi tu adores les romans d'aventure avec des héros comme ça, si tu te reculais un petit peu du projet et que tu devais caractériser Georges de Gaulle comme si c'était un héros de fiction, comment est-ce que tu décrirais le personnage? Bah déjà, c'est un personnage, une personnalité forte et entêtée. Mhm. Et moi, c'est ce qui m'a plu, c'est que du coup, c'est quelqu'un qui savait ce qu'il voulait et qui était prêt à tout. À la preuve, à 40 ans, il était prêt à aller jusqu'au bout, juste pour dire qu'il avait réussi à passer un an sur une île, quoi. Parce que dans son journal intime, il écrit qu'il est prêt à mourir. Enfin, c'est quand même... À 40 ans, c'est quand même hallucinant. Surtout que même il a un peu livré à lui-même, il a la possibilité de se faire rapatrier, parce qu'il émettait tous les jours, et c'est le seul moment où il interagissait avec un être humain, et dans ces cas-là, il pouvait lancer un appel à l'aide, et on allait venir le chercher le lendemain ou le surlendemain, quoi. Donc il avait quand même cette possibilité-là, et en gros, il le dit plusieurs fois, il préfère mourir par fierté que de... De faire cet appel Ouais. à l'aide. Mais du coup, je trouve qu'il y a une beauté aussi dans ce jusqu'au boutisme, et moi, je suis tout le contraire d'un aventurier, donc c'est aussi ce qui m'a séduit dans le personnage, quoi. C'est parce que j'aime bien essayer de rentrer dans la mécanique de quelqu'un qui ne me correspond pas du tout, quoi. Et est-ce que toi, Antoine, à 8 ans, tu voyais ton père comme ça ou est-ce que c'est quelque chose que tu vois plus maintenant en ayant travaillé sur le livre? Est-ce que le livre m'a servi de catharsis? Mhm. C'est ça? Un petit peu. Bon, j'ai réglé mes problèmes avec mon père depuis un certain temps quand même, heureusement. Une histoire assez compliquée parce que c'est un homme qui avait une très très forte personnalité, un esprit de contradiction chevillé au corps. C'est-à-dire, il était systématiquement pour ce qui était contre et contre ce qui était pour, ce qui était assez fatigant au quotidien. Mais ça suppose aussi un esprit rotor, parce que vous pouvez très bien manipuler les gens par la contradiction et leur faire faire exactement le contraire de ce qu'ils imaginaient. Donc je le soupçonne de plein de petits péchés véniels comme ça. Mais c'était un homme qui avait un sens de l'humour extraordinaire, qui était drôle, puis c'était un aventurier, quoi. Moi, j'ai beaucoup pardonné parce que c'est vrai que c'est totalement inconséquent quand j'avais 2 sœurs aînées à l'époque, plus moi, il y avait 3 enfants au monde, de partir, mettre sa vie en jeu comme ça pour un pari. C'était un Gascon, hein. Donc il y a un côté cyranesque, quoi. C'est encore plus beau quand c'est inutile. Et j'admire tout ça, mais ça a été compliqué pendant longtemps, et puis après, on était très en paix à la fin. C'est beau. C'est beau. C'est beau, hein? C'est émouvant. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? On va te poser des remarques. Je crois qu'on a tout dit, hein. Moi, je voulais Ah, simplement oui. te dire, quand j'étais adolescente, j'écoutais votre papa et j'avais trouvé ça génial. Je m'étais dit, ouais, j'aimerais faire la même chose. Puis quand au bout de 4 mois, ça a capoté, j'étais désespérée. Ouais, parce qu'en fait, c'était un événement considérable à l'époque. Il y avait une radio, il y avait une chaîne de télé, et c'était une vraie figure médiatique de l'époque. Et donc, vraiment, la France suivait avec beaucoup d'attention cette aventure. Il y a un contraste hyper surprenant entre les difficultés administratives dont on parlait tout à l'heure Mhm. pour arriver à faire cette expédition. Ouais. En même temps, le fait qu'on a l'impression qu'il n'est pas du tout prêt. Enfin, Mais ça, c'était la règle du jeu, qu'il ne soit pas prêt. ouais. C'était un naufrage. Oui. Le Généralement, côté on est naufragé. rarement prêt à un naufrage, hein, quand on est sur un bateau. Et donc, il se retrouve sur une île, avec, je ne vais pas te dire sa bite et son couteau, mais voilà, quelques tôles ondulées, des bouts de bois, des caisses de biscuits, un fusil, des cartouches donc pour les moutons, Est-ce qu'il a vraiment emmené les affiches que Xavier dessine les affiches. dans la petite cabane? On voit des Ouais. affiches Ah, sur le mur, on voit tout plein de Non, choses. Ça, c'est c'est toi ça. qui a relancé ou... Non, il avait emporté de tout Balzac, en fait, toute Ouais. la comédie humaine, en Mhm. Pléiade, et 3 aventures de Tintin. Donc, tu parles plus des photos de famille, choses comme ça? Non, à un moment tu le dessines, il est en train de réfléchir dans la cabane, et on voit sur les murs des espèces de posters. Ouais. Et du coup, je me disais, est-ce qu'il a vraiment emmené, je sais pas, un poster des Beatles Ah. ce qui me paraissait Mais en fait, un j'ai peu mis surtout des invraisemblable. photos de famille, mais je les ai un peu traficotées, justement. Bref. Et après, quelques libertés. Ah. Donc non, voilà, c'était un vrai naufrage, dans tous les sens du terme. Mis en scène, mais un vrai naufrage. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de ce livre. Pas encore. Pas encore. Est-ce qu'il flotte Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, je me demandais, là on dit que maintenant l'île des Yao, elle est verdoyante. Est-ce à dire que Georges a dégommé tous les moutons? Mais je me suis posé la question. Non, mais si vous avez la curiosité sur YouTube, vous tapez Eyao, et il y a plein de gens qui font des espèces d'expéditions. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Ils font ça avec la 3G. Enfin, il y a... Et quand il est parti, personne n'y allait en repérage. C'est ça qui paraît dingue. C'est quand même l'État français lui a prêté l'île, parce que c'était l'armée de terre qui la détenait. Et France Inter s'est associé au truc. Mais aucun collaborateur est allé sur place. Enfin, aujourd'hui, ça paraît invraisemblable, quoi. Il y aurait forcément un médecin à moins de 5 minutes d'hélicoptère. Enfin, je veux dire, tout serait quadrillé. Il y aurait des coachs nutritionnistes. Enfin, il y aurait tout. Non, mais ça paraît dingue qu'une vedette de la télé, Un conseiller de développement personnel. la totale. Non, mais ça paraît assez hallucinant, quand même. Ah, c'est une autre époque. Parce que effectivement, s'il était décédé sur l'île, ça aurait été un scandale, je pense, retentissant, quoi. Ouais. Merci pour cette petite Non. note. Mais ce qui montre finalement que ça a été un succès par là. Oui, on peut voir ça comme ça aussi. Vous aviez une question? Oui, j'avais juste une petite question. Je pense qu'il y a de l'ADN dans ce qu'on vit. Il y a toujours qu'est-ce qu'on emporte de sa famille, Mhm. plus ou moins lointaine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été marqué dans votre famille, empreinte d'ADN, Mhm. pas simplement la génétique, mais le fait d'une famille, comment cet événement s'inscrit? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez vécu votre île déserte? Mhm. Oui ou non? Et si vous aviez pas vécu votre île déserte, comment la vivrait? Quelle serait votre île déserte vis-à-vis de vos enfants, de votre famille, de vos proches? Alors l'ADN, oui, évidemment qu'il y a plein de choses qu'on retrouve de génération en génération. Il y a même une mémoire qui se transmet, et puis des drames. Ça s'appelle la psychogénéalogie, je crois. Exactement. Voilà. Et j'y crois évidemment très, très fort. C'est-à-dire, on n'arrive pas intact sur cette terre. On a déjà un petit bagage. Là, dans l'histoire de mon père, lui, c'était une histoire compliquée parce qu'il avait souffert lui-même de l'absence de son père, qui est mort quand il était très jeune. On a dans la famille une histoire, un arrière-grand-père enfin une arrière-grand-mère qui avait fait des incartades, qui s'était fait tirer dessus parce qu'elle avait une aventure avec un juge. Enfin, une histoire, un pataquès monstrueux. Donc il y a dans toutes les familles. Hein. Enfin, je dis pas que dans toutes les familles on tire sur les juges, mais mais oui, moi on met du temps à le comprendre, évidemment, à l'admettre. Je pense que l'analyse, la thérapie font beaucoup de bien à ce Les sujet. choses n'arrivent pas par hasard. Non, très peu de choses arrivent par hasard. Oui, en vieillissant, là j'ai aujourd'hui l'âge de... Enfin, j'ai pas encore l'âge de... J'ai l'âge qu'a eu mon père. Et oui, je me retrouve... Quand je dis que je me sens en paix avec lui, c'est je me retrouve beaucoup en lui. Mais je ne suis pas lui, évidemment. Et votre deuxième question sur l'île, moi j'ai trouvé un subterfuge bien, j'ai fait un film sur Napoléon à Sainte-Hélène. Donc, j'ai retrouvé une île sur laquelle il s'est passé une histoire dramatique, invraisemblable. Et non pas que je compare mon père à Napoléon, je vous rassure, mais ça a été mon île à moi parce qu'on est parti tourner là-bas. Alors on n'est pas allé à Sainte-Hélène parce que c'était aussi inaccessible qu'Eyao, très compliqué. Mais on a tourné en Afrique du Sud, sur le même méridien que Sainte-Hélène pour avoir la même lumière, la même topographie. Et on s'est retrouvé là-bas avec toute mon équipe. On est parti 3 mois et demi. Donc on était en exil, loin de chez nous, avec une possibilité de retour, certes, mais loin. Et là, pour travailler dans une bulle de fiction. Donc c'était pas une opération de survie, c'était pas un naufrage, bien que le film n'ait pas marché. Mais dommage, c'était un très, très beau film. Mais c'était ma manière à moi, ouais. Et là, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je me retrouve en Bretagne sur une île. Je suis poursuivi par les îles. Molène? Hein? Molène? Je dirais pas où, vous êtes tous C'est bien. On a mis la fibre. Une île où le soir, quand la navette est partie, il n'y a plus rien. On est coupé de tout. J'adore ça, j'adore cette sensation. Non, n'en dis pas trop, sinon ce week-end, ils seront... J'essaie, il va venir m'attendre là-bas. Je vais venir. Mais ce sera dans le tome 2. Avec cette tête de stalker, là. Regarde. Ouais. Moi, j'avais une question sur les méthodes de travail. Du coup, donc, d'après ce que je comprends, donc, Antoine, t'écrivais donc,
des choses que tu lisais sur le livre de ton père. Ouais. Xavier dessinait, mais est-ce qu'il y avait aussi des retours? Est-ce qu'une fois que Xavier a dessiné des planches, est-ce qu'Antoine, tu pouvais faire des retours sur ce que Xavier dessinait? Enfin, comment ça se passait le ping-pong entre vous deux et enfin voilà comment En fait, qui avait influence sur quoi? Dès- Est-ce que c'était dès qu'on a commencé à bosser, c'est-à-dire la première réunion, on a tout mis sur la table. On a ouvert la boîte, on a regardé tout ce qui était à notre disposition, on a commencé à tracer des pistes, à voir comment on allait démarrer ça. Lui s'est mis, mais comme un forcené. Le soir même, il était là. C'est une machine. Ouais, au bout de 3 jours, il m'a dit ouais, j'ai déjà toute l'ouverture. Attends, calme-toi. Moi, j'ai écrit une espèce de scénario, un truc de 30-40 pages, qui était tout le déroulé, enfin comme un scénario de film en fait. Et puis lui est allé picorer dedans, prendre ce qui l'intéressait, ce qui l'intéressait pas, en laissant de côté. Et puis moi je revenais sur ses choix, et puis lui revenait sur mes deuxièmes choix. Enfin, c'était un ping-pong, ouais. Ouais, Un vrai c'était ping-pong. permanent, parce que je me permets de rebondir là-dessus. Il y a des moments où j'avais dessiné et même écrit des textes, et d'autres fois, Antoine venait mettre d'autres textes par-dessus, ou inversement, enfin, c'était jamais figé. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est que des fois, il avait des idées de dialogue assez précises en tête, mais c'est dans la manière de mettre en scène que j'apportais une dimension complètement différente. Et d'autres fois, c'est lui qui avait des indications sur la mise en scène. Enfin, c'était en permanence. Il n'y a pas une scène où c'est l'un qui a prévu le truc de son côté, quoi. Et c'est ça qui est assez miraculeux. une deuxième question? Est-ce qu'Antoine, ça t'a incité à ouvrir d'autres boîtes de ton père? Vu qu'apparemment, il n'a pas de destination. Est-ce que ça va? Je ne vais pas passer le reste de ma vie. Non. Non, en revanche, je me suis rendu compte que là, il y avait matière à fiction. Il y avait matière à fiction, c'est une histoire invraisemblable quand on y réfléchit. Et puis c'est une histoire dont je suis un témoin direct et sur laquelle j'ai un point de vue qui ne peut être que le mien, évidemment, point de vue d'un fils. Donc c'est un matériau riche et en même temps, vu le plaisir que j'ai pris à faire ce travail, je me dis qu'on va, pourquoi pas continuer autrement, trouver une autre idée et tout. Et donc j'avais une mère C'est incroyable de qui, qui elle-même était un personnage, mais alors de roman, et voilà, qui a traversé toutes ces années 50-60 en étant une espèce de pétroleuse, une féministe avant l'heure. Et il y a une belle histoire à raconter là. Mais pour l'instant, c'est dans le brouillard. Xavier a déjà fait 250 pages. Il en a déjà parlé, mais effectivement, c'est intéressant, mais il faudrait trouver un angle. Il n'y a pas de chien. Pas de montant non plus. Et déserte, ta mère déchaînée. Oh. Il va nous demander un pourcentage. Il y a de la Mère agitée. Mère Et, agitée. et sinon, vous avez dit que vous aviez 2 sœurs, hein, Ouais. plus grandes que vous. Elles ont lu le livre, bien sûr, J'ai j'imagine. 3 sœurs et 3 demi-sœurs et demi-frères. D'accord, mais moi, ce que je voulais savoir, c'est comment vos sœurs avaient ressenti cette absence. Est-ce qu'elles ont eu des choses un peu similaires à votre ressenti à vous? Comment elles ont appréhendé ce livre aussi, avec votre Alors, vision? elles sont plus âgées que moi, pour vous dire qu'elles ne sont pas fraîches. C'était dans la boîte. Et c'était les filles du premier mariage de mon père. Il s'était marié avec Benoît de Groult, en première noce. Voilà. Il a toujours choisi des femmes fortes. Et alors, quand elle naissait, lui était au Groenland. Donc, elles étaient déjà habituées à avoir un père un peu lointain. Elles l'ont vécu bizarrement, sauf que, en fait, c'est le deuxième mari de Benoît qui les a élevés, qui avait pris la place du père. Et on en parle d'ailleurs dans le livre parce qu'il se trouve que cet homme qui s'appelait Paul Guimard était le meilleur ami de mon père et son témoin de mariage. Qui va à la chasse. Et le hasard Qui va à la chasse aux moutons. et l'ironie ont voulu que Paul Guimard, à l'époque, monte lui-même une expédition, un tour du monde à la voile. Et la radio pour laquelle il devait faire le tour lui avait proposé de faire une halte à Yao. Donc mon père, c'était le dernier homme que mon père avait envie de voir. C'était sans doute peut-être le seul homme qu'il verrait de tout son séjour. Donc la rencontre a failli avoir lieu, sauf que Paul Guimard a eu un accident et que l'expédition a tourné court, donc ils ne se sont pas rencontrés.
Mais on a imaginé la rencontre quand même. Eh bien, merci à tous d'être venus ici. Merci à vous deux surtout de nous l'avoir raconté. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.